Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire questions-réponses, ce coup-ci pour décembre. Alors oui, j'ai eu un petit empêchement la semaine dernière. Logiquement, j'aurais dû le tenir la semaine dernière, mais j'ai changé d'ordinateur et j'ai perdu tout simplement ma présentation avec toutes les questions et les idées de réponse, etc. Donc il a fallu que je le refasse et ça, je m'en suis bien entendu rendu compte 1 heure avant le webinaire. Donc il y a pas eu grand chose à faire. Si au moins ça avait été un webinaire sur le sujet, j'aurais pu improviser. Mais là, c'était des questions et des réponses et c'était beaucoup plus difficile à faire. Je suis donc désolé. Mais comme vous allez pouvoir le voir, ça nous a donné l'occasion d'avoir une question supplémentaire qui s'est trouvée très intéressante. Alors, les questions que j'ai choisies ont eu plutôt trait donc au deuil, puisque c'est le sujet du mois. Et alors bien entendu, vous pouvez toujours poser vos questions par rapport à d'autres situations dans le webinaire, bien entendu. Si vous n'êtes pas arrivé à ce niveau-là de la guérison, bien entendu, vous posez les questions qui vous intéressent et dont vous avez besoin de réponses. Vous pouvez les poser ou dans le formulaire qui est sur le site, ou alors dans le chat pendant le webinaire, pas de souci, j'y réponds. Mais à part ça, sans ça, je réponds surtout sur les questions qui sont sur le sujet de ce mois-ci. Alors la première question qui nous vient, si elle veut bien arriver, voilà. C'est donc comment faire le deuil lorsque vous êtes toujours constamment avec la personne parce qu'elle refuse de vous laisser partir et que vous dépendez financièrement d'elle. De plus, comment gérez-vous le deuil lorsque vos enfants sont témoins de vos interactions, le voient lui comme calme et posé et moi comme la maman toujours fatiguée et malheureuse. J'espère que vous pourrez faire la lumière là-dessus. Merci. Alors, le problème dans cette situation, c'est que vous êtes obligé d'avoir une certaine partie d'acceptation radicale. L'acceptation, c'est quelque chose dont je parle beaucoup et qui va être nécessaire pour la guérison. Et c'est vrai que peut-être ça peut vous faire l'impression que c'est un seau d'eau froide que je vous colle à la figure constamment, mais, et je suis vraiment désolé de le dire, mais les choses ne vont pas changer. Donc votre acceptation part du principe que vous avez une situation fixe de son côté. Lui, il ne changera pas. Rien ne sera amélioré, rien n'ira mieux. Vous allez avoir des pauses en quelque sorte de temps à autre, bien entendu, si ça va dans sa direction. Mais à part ça, non. Il n'y a pas de... vous êtes obligé d'accepter que le jeu est tel qu'il est. Il ne changera pas. C'est pour ça que justement, j'avais utilisé cette image du paysage par rapport à la guérison, parce que c'est pas quelque chose de linéaire, surtout quand vous êtes toujours dans la relation. Vous allez avoir vos pics épineux quelque part, et ils vont être là, et ils vont toujours y être. Ils vont pas disparaître tout le temps que vous allez être là. Donc, la différence entre accepter et ne pas accepter la situation, ça va correspondre à la personne qui a la jambe cassée et qui, au lieu de la laisser, de la mettre vers le haut pour la soulager, va mettre des poids dessus. Ça va être beaucoup plus compliqué, la guérison va prendre beaucoup plus longtemps et ça va être beaucoup plus difficile à gérer. Donc, ça sert absolument à rien de vouloir autre chose. Il vous faut donc commencer par accepter la situation telle qu'elle est et travailler sur vos espaces intérieurs, comme vous avez vu dans les 7 espaces de guérison, en faisant votre petite vie à côté, en quelque sorte, mais sans la partager avec lui. Ne partagez absolument rien avec lui, parce que tout ce que vous allez partager va être tourné en dérision, va être dénigré, etc., etc. Donc, acceptez la situation telle qu'elle est et faites-vous votre vie parallèle, en quelque sorte. Ensuite, il est important d'apprendre à ne plus vous laisser toucher par ce qu'il vous dit. C'est son arme préférée. Ça va être le dénigrement, ça va être de vous rappeler comme vous êtes nul, comme vous êtes ceci, comme vous ne savez pas faire cela, etc. Vous le savez, arrêtez de le prendre au sérieux. Vous savez que c'est ce qu'il va dire.
Pourquoi est-ce que vous prenez au sérieux ce qu'il vous dit, en quelque sorte? Pourquoi vous le laissez appuyer sur vos boutons? Ne le faites pas. Alors, le truc est que si vous ne vous laissez être indifférente, il va risquer de monter en puissance. Donc, vous pouvez toujours jouer le jeu, faire comme si vous êtes atteinte, histoire de le satisfaire. Et puis, voilà, après, vous faites votre petite vie. Alors, déjà, là, ça va faire que vous allez moins vous laisser entraîner, que vous allez moins vous laisser influencer par ce qu'il vous fait et par la façon dont il se comporte envers vous. Donc déjà, là, vous allez récupérer un peu d'énergie. Après, bien entendu, vous allez quand même avoir une certaine pression, un certain stress, parce que c'est vous qui devez vous occuper de pas mal de choses dont lui ne s'occupe pas, etc. Et dans ce cas, pour ce qui est des enfants, alors, pour ce qui est des enfants, vous risquez parfaitement d'avoir des enfants qui vont avoir le tempérament, enfin le caractère de leur père. Donc ça, c'est également quelque chose qu'il va vous falloir accepter et qu'ils vont vous considérer de la même façon que leur père vous considère, etc., etc. Ça, c'est encore un autre problème. Mais si les enfants sont relativement sains, à partir d'un moment, ils vont quand même bien voir là où le bas blesse. Ils vont bien voir que le père est toujours sur votre dos. Ils vont voir qu'il est toujours en train de vous taper dessus. Et en fin de compte, ils vont eux-mêmes pouvoir tirer leurs propres conclusions et se dire, bon, ok, là, en fin de compte, c'est papa qui est en train de tirer un petit peu trop sur maman. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Donc, c'est important pour vous de vous faire votre petite vie à côté et de faire le deuil d'une vie de famille normale, parce que ça, vous ne pourrez pas l'avoir. Parce que l'un des problèmes peut être que vous essayez, coûte que coûte, d'avoir une vie de famille lambda. Vous ne pourrez pas. D'accord ? Cette histoire, cette historique ou ce narratif que vous voulez avoir, vous ne pourrez pas l'avoir. Là, encore une fois, je suis désolé de vous balancer un seau d'eau froide dans la figure, mais c'est malheureusement un fait. Donc, essayez d'obtenir la lumière et la positivité d'une autre façon, en tissant des liens, vous et les enfants, entre vous, et en ayant votre propre jardin secret et votre propre vie en parallèle. À part ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose, à part de temps à autre aller pleurer dans la salle de bain, participer à notre programme de guérison et essayer de vous remonter le moral en discutant avec d'autres personnes. Mais vous pouvez y arriver en faisant cette vie, pourra-t-on dire, parallèle, jusqu'au moment où vous pourrez, alors quand les enfants seront plus grands par exemple, ou quand vous serez plus indépendante, si par exemple votre jardin secret c'est de prendre une formation pour vous en sortir et pour partir un jour, ou ce que vous voulez, peut-être que c'est pour une période bien définie, donc dans ce cas il s'agit de tenir le coup jusqu'au moment où vous pourrez le quitter et commencer votre propre vie. Deuxième question, qui est aussi relativement intéressante, c'est pourquoi le deuil narcissique est-il si collant? Est-ce que c'est parce qu'il y a un élément de culpabilisation en jeu? Et il ne traverse pas les 5 étapes de deuil comme si j'avais perdu un être cher, mais reste au même point et devient de plus en plus envenimé. Je n'ai pas encore reconnu le modèle de guérison, est-ce qu'il y en a un? Oui, c'est vrai, il y en a un, mais ça n'est pas le modèle de deuil tel que vous le connaissez. Le modèle de deuil tel qu'on le connaît des bouquins de psychologie et des différents manuels part du principe qu'on a perdu un être cher. Mais dans le deuil narcissique, déjà là, vous avez la différence que vous n'avez pas perdu. Enfin, si, vous avez perdu, mais vous avez perdu quelqu'un qui est peut-être toujours là, qui est toujours aux environs. Parce que dans le phénomène de deuil, il y a une perte. Ça va être une perte d'argent, une perte de travail, une perte d'une personne qu'on aime, etc. Et donc, on passe par ces différentes phases de deuil. Mais cette chose, on l'a perdue. Elle n'est plus là. On ne l'a plus.
que dans le deuil narcissique, on a toujours cette personne aux environs, elle est toujours présente, et des fois même plus présente qu'on le voudrait bien, justement si on ne peut pas l'éviter, pour une raison ou pour une autre. Donc déjà là, vous avez cette grande différence qui fait que ce deuil vous donne l'impression d'être collé à vous beaucoup plus longtemps. Et ensuite, oui, il y a une question de culpabilité. Vous imaginez-vous si le deuil que vous avez d'une personne qui vous est chère, qui a disparu, si vous vous sentez responsable, excusez-moi, responsable de sa mort. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus difficile de passer au travers des étapes du deuil si on est responsable de la mort de cette personne. Et là, c'est un petit peu le problème que l'on a dans la relation narcissique, c'est qu'on a une culpabilité. On a l'impression que c'est un peu de ma faute. J'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Si j'avais choisi un autre mari, j'en serais pas là. Si j'avais pris Georges au lieu de prendre Pierre, j'en serais pas là. Etc., etc. Et vous pouvez pas passer par les différentes phases du narcissisme, j'allais dire, du deuil qui est le déni, le marchandage, etc. Vous ne pouvez pas, puisque cette personne donc est toujours aux environs, et en plus vous avez cette culpabilité. Donc c'est pour ça que vous êtes obligé de vous débarrasser de ce deuil d'une autre façon. Et c'est pour ça que le no contact autant que possible est extrêmement important. C'est pour symboliser et pour vous mettre en état de faire le deuil. Même si vous vivez toujours avec la personne, vous pouvez avoir un no contact en arrêtant le contact émotionnel que vous avez avec cette personne et le contact spirituel, pourra-t-on dire, que vous avez avec cette personne. Donc, le principe du deuil, dans ce cas-là, c'est d'une partie de faire ce no contact et d'autre partie de vous faire un nouveau narratif, de vous faire une nouvelle évolution que celle sur laquelle vous comptiez. Donc, faire le deuil d'un ancien narratif, d'une ancienne histoire que vous avez avec cette personne et commencer à préparer une autre histoire, la vôtre, l'épisode 2, en quelque sorte, de votre vie. Et c'est comme ça que vous pouvez faire votre deuil à la guérison. Donc oui, il y a un modèle de guérison, mais il est différent que le modèle de guérison, pourra-t-on dire, d'un deuil tout à fait lambda ou normal. Et c'est bien là où est la différence. Et d'ailleurs, le narratif, ça va être le sujet du mois prochain. Donc, on commence en janvier avec le narratif et vous pourrez plus facilement, justement, évoluer dans le deuil, en fin de compte. La question suivante est j'ai travaillé dur pour avoir un contact minimal avec mon parent narcissique et souvent, lorsque je lui parle au téléphone, je mets fin à l'appel à cause des signaux d'alarme qui apparaissent. Les choses deviennent chaotiques et je peux voir l'appel se diriger vers la colère, des reproches, etc. Chaque fois que je mets fin à ces appels, je suis inondé de sentiments de deuil anticipé parce qu'il vieillit et je me demande constamment si ce sera le dernier appel que j'aurai avec lui. En conséquence, je finis par hésiter sur mes limites et mes progrès régressent. Comment puis-je équilibrer ces sentiments avec mon désir de maintenir le moins de contact possible ? Alors ouais, c'est vrai que ça peut devenir problématique quand on parle avec un de ses parents, comme c'est le cas ici, parce que ils ne deviennent pas plus jeunes, et on sait tous que tôt ou tard, ils vont passer de l'autre côté, et cela peut nous mener à certaines considérations. Parce que justement, nous, on n'est pas narcissique ou on n'est pas sociopathe, donc on n'en a pas rien à foutre de ce qui va se passer, parce que si on était sociopathe ou narcissique, ça serait vachement plus facile. Hein. Bon, il n'est plus là, on n'en parle plus, allez, on passe à autre chose. Donc là, bien entendu, on va avoir des problèmes de conscience qui peuvent interférer avec notre guérison, parce que on est là, on se dit, ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais si c'est la dernière discussion que j'ai avec lui et que, en fin de compte, lui, oh là là, il fait chier, ça risque de me retomber dessus. Mais si vous y réfléchissez bien, chaque conversation que l'on a avec n'importe qui peut être la dernière conversation qu'on peut avoir avec cette personne. Et évidemment, vous avez l'âge avancé qui augmente cette probabilité, mais
bon, sans vouloir être morbide, hein, chaque conversation que vous avez avec quelqu'un, avec qui que ce soit, peut être une dernière conversation. Ils peuvent rentrer à la maison le soir après le travail, ou ils peuvent se faire gauler par une voiture et jamais rentrer à la maison. Donc, je me souviens que j'avais un ami avec qui je parlais à un moment donné, et puis il avait été marié pendant longtemps avec sa femme, et il me disait que tous les matins, quand il allait au travail, la dernière chose qu'il faisait avant de partir, c'était d'embrasser sa femme et de lui dire « je t'aime ». Parce qu'il disait parce que je ne sais pas si je vais rentrer à la maison, et je veux que ce soit le dernier mot qu'elle entende de moi. Ce que j'ai trouvé, en fin de compte, très romantique, très joli, et très juste, en fin de compte. Et si vous y réfléchissez un peu, eh ben, très souvent, quand on finit des conversations avec quelqu'un qui nous est cher, eh ben, on lui balance un « je t'aime » après une conversation téléphonique avec votre fils, votre fille, etc. C'est relativement naturel de balancer cette chose-là, et je pense qu'inconsciemment, ben, c'est aussi une façon de se dire, bon ben voilà, quoi, il faut qu'elle le sache, c'est jamais. Alors après, ça peut être, je dis, il peut ne pas rentrer ce soir, mais ça peut être moi aussi. Hein. Je veux dire, après, ça peut être dans les deux cas. Là, cette dame peut parfaitement, en fin de compte, ça peut être elle qui peut disparaître. Hein. Bref, mais maintenant, si on revient sur la situation, ça c'est quelque chose qui peut se produire avec n'importe qui, que ce soit une personne narcissique ou que ce soit pas une personne narcissique. Et là où on parle avec une personne narcissique, au téléphone, et les choses commencent à s'envenimer, maintenant la situation, si vous y réfléchissez bien, c'est pour elle, pour cette personne-là, quelle est la différence entre lui parler 10 minutes, un quart d'heure, et éviter que les choses s'enveniment, ou lui parler 45 minutes, après plusieurs reproches, etc. Est-ce que, d'après vous, ce parent narcissique va être content, heureux, et va être reconnaissant que sa fille l'ait laissé la dénigrer pendant 40 minutes, et lui tirer dessus pendant 40 minutes? Non. Il ne va pas se sentir mieux, et il va pas pour lui c'est la même chose. Il ne changera pas, il va toujours aller dans la même direction, et puis un point c'est tout. La seule différence, en fin de compte, c'est vous. La jeune femme qui est au téléphone avec son parent narcissique. Parce que pour lui, ça fait absolument aucune différence. Donc, personnellement, je dirais, je ne vois pas pourquoi vous devriez lui donner ce cadeau, si on peut appeler ça un cadeau, parce qu'en fin de compte, il n'en tire rien. Donc, qu'il meure ou qu'il ne meure pas, bon, il finira bien par mourir de toute façon, mais que ce soit la dernière discussion ou pas, et qu'elle ait duré 10 minutes ou un quart d'heure, ou 20 minutes ou 40 minutes, tout ce que vous voulez, la différence pour lui, elle est nulle. Donc, autant pour vous mettre certaines limites. Personnellement, ce que je dirais, c'est qu'il vaudra plutôt, de votre côté, si vous devez continuer à avoir ce genre de discussion avec ce parent, je pense qu'il faudra plutôt vous baser sur la qualité, de façon à vous dire, ok, je vais arrêter les discussions avant qu'elles s'enveniment. Oui, c'est un fait, elles auront duré moins longtemps, mais la qualité de la discussion aura été meilleure, pour lui aussi d'ailleurs. Donc ce que vous faites, c'est que pendant plusieurs discussions, vous mettez un chronographe ou un timer, ou je sais pas moi, quelque chose qui mesure le temps en face de vous, et vous avez des discussions. Et puis les prochaines 4, 5, 6 discussions, ça dépend un petit peu, vous prenez le temps et vous voyez combien de temps se passe avant que les choses commencent à s'envenimer. Disons que vous voyez qu'aux environs de 11 minutes, 14 minutes, 15 minutes, par exemple, à partir de cette période de temps, là, ça commence à déraper. Parfait. Donc, vous vous dites, OK, il faut que j'arrête entre 9 et 11 minutes. Comme ça, histoire de donner le temps d'avoir un coussin. Et puis là, vous trouvez une excuse pour dire, oh là là, il y a le chat qui est en train de faire pipi sur le canapé. Bon, écoute, je te quitte, je t'aime. Vous pouvez éventuellement lui dire si ça vous fait plaisir. Et puis voilà.
De son côté, la qualité de la conversation aura été tout à fait potable et tout à fait acceptable. Vous aurez évité que les choses dérapent. Et puis, tout est bien qui finit bien. Voilà. Ça, c'était pour la réponse à cette question. Puis, j'ai la cinquantaine et j'essaie de me distancer émotionnellement d'une mère de 88 ans après avoir vécu toute ma vie pour elle. Mon cerveau me dit que je dois le faire, mais mon cœur souffre. J'ai essayé de me convaincre que la mère pour laquelle j'ai sacrifié ma vie n'existe pas et que ma mère biologique n'est pas ma mère et qu'elle ne pourra jamais en être une. Elle ne sait aimer personne et tout l'amour que je lui ai donné ne lui a pas fait se sentir aimée. C'est si difficile de ne plus l'aimer, cependant être avec elle me tue. Avez-vous des conseils pour quelqu'un comme moi? La réponse à cette question, en fin de compte, elle est relativement simple. Et ça pourrait être tout simplement de ne pas vous sentir obligé de ne pas l'aimer. Alors c'est vrai que ça rejoint un petit peu la question qu'on vient d'avoir. Mais c'est vraiment compliqué lorsqu'on parle de parents plus âgés, ou même d'enfants adultes, ou de frères, de sœurs, ou de grands-parents, mais enfin bref, les membres de la famille. Et c'est peut-être une personne que vous avez aimée pendant que vous étiez plus petit, pendant que vous étiez enfant, etc. Et qui, petit à petit, avec l'âge, vous vous êtes rendu compte que les choses se passaient pas comme ça devait se passer et la relation a changé. Vous mettre la pression pour ne pas aimer quelqu'un, ça va pas être possible. Vous ne pouvez pas vous obliger à ne pas faire quelque chose. Ça, pour votre cerveau, c'est parfaitement impossible. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, votre cerveau ne peut pas comprendre ça. Parce que pour ne pas penser à un éléphant rose, votre cerveau doit faire composer un éléphant rose et après vous lui dites de ne pas y penser. Pour lui, c'est un non-sens. Et là, c'est la même chose. Si vous avez des émotions pour cette personne, si vous avez des sentiments pour cette personne, vous ne pouvez pas vous dire bah, maintenant je ne vais plus l'aimer. Ça doit être quelque chose qui se produit de soi-même. Et puis, un point, c'est tout, quoi. Vous ne pouvez pas vous obliger à ça. Le problème est que la personne narcissique, donc dans ce cas-là, la mère de 88 ans, pour elle, il est logique que vous l'aimiez, il est logique que vous lui fassiez tout, il est logique que vous soyez à ses pieds, à ses moindres, etc., etc. Et encore une fois, pour elle, c'est normal, c'est dû. C'est un petit peu comme si, quand vous prenez un verre d'eau et que vous ouvrez le robinet pour prendre de l'eau, vous ne pensez pas que, en fin de compte, à tout ce qu'il a fallu pour que l'eau arrive dans votre verre, etc. Bon, maintenant, je ne vais pas jouer les écolos, mais en gros, ça ne vous vient pas à l'idée d'avoir envie de dire merci robinet parce que tu me donnes de l'eau. Vous n'avez pas besoin d'être reconnaissant parce que pour vous, c'est normal, vous avez besoin d'eau, vous prenez de l'eau. Et bien, pour la personne narcissique, c'est un peu ça. Elle a besoin de votre attention, donc elle prend votre attention, un point, c'est tout. Mais elle ne donnera rien en retour. Alors maintenant, après, c'est à vous de voir si vous voulez, jusqu'où vous voulez aller, et à vous dire, bon, ok, je vais me décider de faire ceci et cela pour elle parce que je dois le faire, et je vais, encore une fois, accepter que je n'aurai rien en retour. Et jusqu'où voulez-vous aller et jusqu'où allez-vous mettre certaines limites. Donc, la solution du père Malka, et comme d'habitude, et comme cela a toujours été, ça a été prendre papier-crayon, faites une liste de là où vous voulez mettre les limites, de ce que vous voulez accepter et ne pas accepter, et tout simplement faire respecter ces limites. Après, vous pouvez avoir des émotions et des sentiments pour cette personne, mais vous avez mis certaines limites au-delà desquelles cette personne ne peut pas aller. Question suivante. Alors, vous petit. Alors, oui, celle-ci, en fin de compte, ça a été l'avantage que, en fin de compte, que mon webinaire n'ait pas pu être tenu la semaine dernière. Parce que ma question sur le deuil est la suivante. Comment faire son deuil, non seulement de la personne, mais aussi de la perte de votre avenir?
Mon mari narcissique m'a épousé en septembre et il m'a dit la veille de Noël, donc le 23, qu'il voyait quelqu'un d'autre depuis avant le mariage et qu'il l'avait même invité au mariage. Il y a en effet une photo d'elle avec nous à la réception. Très sympa le mari, très sympa. Les membres de ma famille sont soulagés que je ne sois plus avec lui, tout comme moi, car cela aurait été des années horribles à vivre, mais je suis loin d'en être là. Je me retrouve à pleurer, mais comme mon avenir était lié à lui, comment puis-je faire mon deuil pour guérir et pour pouvoir entrevoir un avenir radieux pour moi-même? Alors, ok, là il faut dire que c'est quand même gratiné ce qu'il a fait. Là. Faut vraiment pas avoir beaucoup d'honneur et faut vraiment être